Bonjour. Au début du premier confinement, parce qu'il y en a un deuxième, aujourd'hui on est le 15 novembre 2020, au début du premier confinement, donc, je ne pensais pas que la crise que nous connaissons aurait eu un impact aussi fort au niveau de la santé mentale. Alors, je prends cette expression de santé mentale parce qu'elle est utilisée couramment dans les médias, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, si elle couvre bien tout ce que je voudrais traiter aujourd'hui. J'ai fait un article qui s'appelle Covid, entreprise et santé mentale dans le journal de l'économie. Donc vous tapez journaldeleconomie.com et vous trouvez cet article dont je mets le lien en dessous. En fait, ça fait 9 mois depuis qu'on a conscience du Covid-19, ça fait 9 mois maintenant, et il y avait donc cet aspect imprévu qui était celui de la santé mentale que j'aborde dans le cadre ici de l'entreprise, dans le cadre de cet article et de ce YouTube. Je ne veux pas parler des enfants qui portent des masques à partir de 6 ans depuis 2 semaines, alors qu'avant on avait dit il n'y a pas besoin des enfants jusqu'à 11 ans, avant on avait dit mais les jeunes il n'y a pas de problème, etc. Bon, je n'aborde pas ce sujet important de la mauvaise perception, de l'absence de perception et de l'absence de connaissance que nous avions sur les enfants. Et puis, j'aborde pas non plus l'aspect des plus de 65 ans dont on avait dit dans le premier confinement que c'était des sujets à risque. 65 ans, c'était à peine 60 ans, on avait l'impression. Et puis après, on a poussé ça sur 70 ans. Tout cela parce qu'il y avait beaucoup de morts dans cette tranche d'âge. Je rappelle simplement qu'on meurt plus facilement à plus de 65 ans aujourd'hui d'une manière générale en France qu'avant 65 ans. C'est dans l'ordre des choses. Les autres accidents, lorsque l'on meurt avant, c'est en général un accident. Donc, la création de cellules psychologiques concerne en général les suites d'accidents, de catastrophes naturelles ou d'attentats. Rarement, ça concerne les entreprises. Lorsque ça les concerne directement, oui, certainement. Et avec la Covid-19, les entreprises sont concernées, non pas nécessairement par des cellules psychologiques, quoique, mais par une attention particulière au malaise de certains salariés. Et c'est là où je veux en venir plus spécialement. Le confinement saison 1, d'accord, saison 1. Le confinement, il a débuté le 17 mars dans un contexte où les visites de médecins n'étaient plus possibles. Et il a provoqué un surcroît d'achat de 20 à 40% selon les classes thérapeutiques, avec la source l'assurance maladie, des achats essentiellement d'anticipation ou de crainte de manque, comparés avec la même période de 2018 et 2019. En général, c'est des achats d'ailleurs sur ordonnance. Pour les troubles mentaux, la hausse a été de 22%, et pour les antidépresseurs et les antipsychotiques aussi. Et pour l'anecdote, la hausse a été de 45,3% pour la conception orale, mais il y a un autre lien que j'ai fait, et nous sommes le 15 novembre, et donc on attend en décembre les premiers enfants Covid. Bienvenue dans ce monde merveilleux. Alors, pourquoi tout cela? Parce que l'angoisse de l'enfermement a beaucoup frappé, doublée de la crise économique et de l'installation de la crise sociale. Ça a créé donc des troubles, c'est pas mal de gens, et puis la peur de la contamination, la perte d'un proche, qui a concerné 6% des salariés selon une étude de l'IFOP, la raréfaction des rencontres sociales ont tétanisé par la soudaineté et l'urgence du confinement qui s'est fait dans des temps extrêmement courts. Symbole majeur de cette période, la télévision, qui a gagné en audience pendant cette période. BFM TV a gagné 1,2% de part de marché devant CNews, 0,6%, et LCI, 0,5%. Toutes sont des chaînes d'information. La seule chaîne généraliste toutes les chaînes généralistes ont perdu de l'audience. La seule chaîne qui n'en est pas perdue, c'est M6 avec 0,2%. Et Netflix, sur le plan mondial, a gagné 15,8 millions d'abonnés au niveau monde au premier trimestre 2020, contre 9,6 millions l'année précédente,
malgré les débuts de Disney, ce qui fait quand même 6 millions au niveau monde de plus. Donc on a vécu sur une surabondance d'informations et la télévision a été caricaturée. Si votre médecin ne répond pas au téléphone, appelez directement le plateau de BFM TV. Ça aboutit d'ailleurs à des sortes de non-sens. On dit qu'on avait rencontré 3 types de médecins, 3 familles de médecins au moins, mais qui tous avaient une version différente, celui qui est en contact avec le quotidien, celui qui est en contact avec la recherche et celui qui est en contact avec les chiffres, pour catégoriser ces 3 familles de médecins. Cette surabondance d'informations, cette masse d'informations, cette concurrence surtout, a renforcé le sentiment d'inconfort, d'absence de confiance et d'angoisse de nombreuses personnes à cause de l'ensemble de ces contradictions qui remplissaient quasiment 24 heures sur 24. Les discussions autour de la machine à café n'étaient plus là pour mettre les informations à leur place. Alors je dis la machine à café, c'est-à-dire que dans l'entreprise, on a des discussions informelles à la machine à café, à la cantine, etc. Il n'y avait ni machine à café, ni cantine, donc on n'avait plus les personnes avec qui on aime discuter, on aime échanger, on aime dire bah, oui, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, voilà, il faut relativiser. Et puis la période, ce premier trimestre, et ce confinement 1 a découragé les fumeurs dans leur démarche d'abandon du tabac. Les substituts au tabac étaient début septembre encore en baisse de 17%, c'est-à-dire qu'on abandonne, et la consommation d'alcool a été en hausse pendant cette période. Par exemple, l'habitude de prendre un apéritif d'habitude dans les repas familiaux le samedi et le dimanche, s'est étendue à toute la semaine puisqu'on avait un repas familial en confinement lundi, mardi, etc. jusqu'à vendredi. Donc on faisait un petit apéro. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est vraiment constaté avec des gens que j'ai contactés, que j'ai rencontrés, y compris dans la queue d'un caviste ou des cavistes, ça m'est souvent arrivé. Ces données spectaculaires que je soulève, donc l'abandon du tabac, la montée de l'alcool, bon, ça concerne quand même une faible partie des salariés. Le temps du confinement, s'il a été un temps de retour sur soi, c'est important de ce côté-là, a aussi été l'occasion d'être plus attentif à son hygiène de vie. Mais près d'1 sur 2, selon une étude de l'IFOP, s'est déclaré fatigué psychiquement et physiquement. Beaucoup de gens comme ça se sont observés eux-mêmes sur leur manière de vivre et ça a été une occasion de se reprendre en main. Donc il n'y a pas que des abandons. Mais bon, les médias ont mis en avant les aspects négatifs, on y reviendra. Donc, le confinement saison 1, on arrive au post-confinement saison 1. Sur une durée plus longue d'observation, c'est un rapport qui s'appelle Epipharma, qui est publié par l'assurance maladie et l'agence du médicament sur la dispensation de médicaments remboursés en ville, atteste le caractère anxiogène du confinement du 16 mars au 13 septembre. Donc, le confinement s'est terminé, je crois, le 11 juin. Il s'est écoulé 1,1 million d'anxiolytiques et 480 000 hypnotiques en sus des volumes attendus. Donc il y a effectivement cette recherche qui est très importante. On n'était pas bien. Pas tous, mais on n'était pas bien. Le post-confinement a été finalement une période de relâchement importante, même si l'entreprise respectait les protocoles et les gestes barrières. Et l'été et sa canicule apportaient un soulagement. Souvenez-vous, le 11 juin, on a eu, je crois, 2-3 journées de pluie quelques jours après, lorsque les terrasses se sont ouvertes. Et puis après, ça a été l'été. Et l'été qui s'est terminé très tard, fin septembre ou début octobre. La réalité a repris ses droits pendant cette période, en partie en septembre, et en partie car le thermomètre encourageait à profiter des terrasses qui avaient doublé de taille depuis juin et s'organisaient. Le retour des protocoles sanitaires furent mal compris, notamment en soutien des cafés et restaurants et de leurs joyeuses terrasses, car le soutien des cafés et restaurants a été un argument qui a rempli les médias, qui nous a interrogés, et vraiment, il n'était plus possible de se retrouver de manière serrée sur une terrasse ou dans un restaurant.
L'été, donc, n'en a pas fini. Et puis, le 6 octobre, pardon, couvre-feu. Alors, le ressentiment, petite parenthèse, selon le Robert, la définition du ressentiment, c'est le fait de se souvenir avec animosité des maux, des torts que l'on a subis, comme si on les sentait encore. Donc, quand on arrive au couvre-feu, qu'on a vécu quasiment depuis 5 mois en confinement, déconfinement et faux déconfinement si on veut, le ressentiment s'est exprimé sous des formes diverses envers tout ce qui était un frein, un besoin de briser ces freins. Il a été l'exutoire des ruminations cumulées depuis mars. Il s'est exprimé souvent en l'absence de discernement contre les autorités et contre l'entreprise en général. Les réseaux sociaux ont été un terrain favorable à l'instrumentalisation du ressentiment dans la mesure où l'on recherche des personnes en accord avec soi. Vous savez, sur les réseaux sociaux, quand on n'est pas d'accord avec un groupe, on est exclu ou on change de groupe. Mais en tout cas, on a envie de retrouver des gens avec qui on est en accord. Donc, en accord avec soi-même. Le discours victimaire est devenu la règle, et dans notre monde, la victime a toujours raison. C'est un petit peu le monde dans lequel on vit, regardons bien les choses, quand bien même elle est responsable de quelque chose. Quand elle arrive à basculer l'argumentation et d'un fait dont elle est coupable et montrer qu'elle est la victime de, par exemple, la société d'une manière générale, société non pas l'entreprise, mais le monde dans lequel on vit, ben voilà, le discours victimaire est devenu la règle, amplifié par les médias comme un soutien par les journalistes qui confortent l'enfermement, l'aliénation et finalement la solastalgie, l'enfermement psychologique de certains individus. La solastalgie, j'en ai parlé ici sur YouTube, j'en ai fait un article, je crois, qui a été repris, je vous remets le lien dans les Échos en disant que la solastalgie est la maladie du siècle. Je ne pensais pas que le siècle, lorsque j'ai écrit ça il y a, je crois, 1 an, je ne pensais pas que le siècle allait démarrer aussi vite au niveau de la solastalgie, donc enfermé par le ressentiment, par le groupe social dans lequel on est, les réseaux sociaux, et puis les journalistes qui reprennent ces arguments-là. J'en ai encore vu aujourd'hui qui sont quand même assez étonnants, le manque de discernement. Enfin, je dis les journalistes, disons des journalistes. Les médias sont devenus le spectacle de nos craintes, nos angoisses, nos peurs, parce que la peur fait vendre de l'audience ou du papier un petit peu moins, mais surtout de l'audience. Et là, c'est vraiment un sujet de fond d'entretenir cette peur et de la rendre permanente dans les médias qu'on utilise, quels qu'ils soient, que ce soit des médias officiels, les chaînes d'information continue, on en a beaucoup parlé, mais que ce soit Facebook, Twitter, etc. Je vois bien que sur Twitter, les arguments ou les petites phrases fortes, puissantes, agressives ont plus d'audience qu'une phrase qui demande un petit peu de réflexion. Les porteurs de bonnes nouvelles ou simplement d'une once d'optimisme sont des inconscients du drame qui se joue. Courage, dit-on à défaut de « j'espère te revoir ». Et là, dans le mot courage, il y a vraiment encore plus fortement l'idée de courage. On s'en sortira peut-être. Et puis on arrive au confinement saison 2. Donc, qu'en est-il pour l'entreprise et la santé mentale ? J'y arrive donc. Le 6 octobre, couvre-feu. Le 25 septembre, attaque près de Charlie, par Charlie Hebdo, par quelqu'un qui est né au Pakistan. Le 16 octobre, 3 semaines après, assassinat horrible de Samuel Paty par quelqu'un né en Russie, d'origine et se revendiquant comme étant tchétchène. Le 29 octobre, assassinat de 3 fidèles, assassinat à chaque fois je mets pour Samuel Paty ou ces 3 fidèles de la basilique Notre-Dame de Nice, assassinat, c'est égorgement. Là, le responsable en est un Tunisien. Le 2 novembre, c'est 3 jours après, il y a 5 morts à Vienne, ou 4, je ne sais pas trop, par quelqu'un qui est né en Macédoine. Et chaque fois, c'est quelqu'un qui a 20 ans.
21 ans. Donc on en est là-dedans. Le vendredi 30 octobre, reconfinement. Et le 30 octobre, juste la veille, selon le président du conseil scientifique, les fêtes de fin d'année se feront en petit comité. Donc, autant dire que par ces assassinats, par des islamistes politiques, ces propos du conseil scientifique, on n'a plus, fin octobre et début novembre, on n'a plus de morale. Donc, le confinement saison 2 s'installe sur un état d'esprit contestataire majeur, contrarié par la nature même de ce confinement, qui est moins lourd que le précédent. Donc on ne comprend pas trop, ça on a le droit de faire, les enfants ont le droit d'aller à l'école, au lycée ou à l'université, on a le droit d'aller bosser, mais on n'a pas le droit de se déplacer. Enfin, les choses ne sont pas claires, et là, on est vraiment mal. Mais craignant d'autant, il est moins lourd que le précédent, mais craignant d'autant que les fêtes de fin d'année s'annoncent donc pour le moins compromises. Et là, c'est lourd. Les fêtes de fin d'année, c'est quand même le 13e, 14e mois de dépenses dans le cadre et de chiffre d'affaires pour les commerçants. C'est l'occasion de se retrouver en famille, de s'embrasser. Or, on n'a plus le droit de s'embrasser. On est masqué. On a le droit juste de se faire un petit coup de coude. Les conditions d'emploi et les situations personnelles sont les deux inégalités majeures des salariés. Conditions d'emploi, c'est-à-dire est-ce que j'ai mon emploi ou est-ce que j'ai pas mon emploi? Est-ce que mon emploi il est assuré, est-ce qu'il est permanent ou est-ce qu'il va sauter? Voilà, c'est quand même une situation qui est inconfortable pour de très nombreux salariés. Et les situations personnelles, on a dit que le premier confinement a été l'explosion de certains couples. C'est un petit peu la continuation de cela, les affaires de cœur, mais les affaires aussi de maladie. Bien sûr, les affaires de Covid, de mort, ça touche beaucoup. Voilà, ces deux grosses inégalités majeures des salariés sont à prendre en compte. Et puis, les entreprises sont confrontées à des réponses imprévisibles sur leurs activités, soit en intensification, c'est-à-dire qu'il faut travailler plus, avec des effectifs pas toujours là, ils sont pas là, etc. Parce qu'il y a des marchés, il y a des entreprises qui marchent bien, soit en allègement, parce qu'il faut alléger, parce que quand les restaurants ne fonctionnent pas, la filière d'amont fonctionne moins. Lorsque les libraires ne vendent pas de livres, la filière d'amont fonctionne moins, etc. Donc, on a pour certains marchés quelque chose qui n'est pas clair, et les réponses d'hier ne sont pas adaptées au présent, tout en devant inventer celles de demain qui se mettent en place chez certains. On a envie de se référer au passé, mais le passé, on sent qu'il est passé, qu'il est mort. On a envie de se référer au futur, mais pour certains, on ne sait pas ce que sera le futur. Dans ce contexte, les psychologues ont fort à faire. En entreprise, le DRH se trouve en première ligne à côté du manager. Quand bien même l'entreprise peut ne pas être responsable de troubles psychiques, pour le bon équilibre de ses équipes, elle ne peut ignorer les malaises potentiels ou réels de certains. La construction de la charge mentale est tellement forte et dépasse l'entreprise qu'il ne faut pas vouloir la réparer. C'est un principe que je développe qui est simple. Essayer de réparer le mal dans lequel certaines personnes sont est inutile dans la mesure où on n'arrivera pas à les sortir de là où elles sont. Il faut s'appuyer sur la force de résilience de la majorité de l'équipe, la recherche d'une unicité face à l'adversité. Les 4/5 des salariés, 4/5, en gros 80%, sont prêts à cette résilience. Donc il reste les 20% qui souffrent. Ils sont prêts, conscients de la mobilisation pour protéger la santé et l'emploi dans l'entreprise. Quand je dis la santé, c'est la santé de l'entreprise et la santé des individus, et l'emploi, bien sûr, dans l'entreprise. Les 4/5 des salariés, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Il est bon, dans ce cadre, de créer, de dépasser le moment présent et de travailler sur le futur. Puisque le présent est confus, indécis dans l'entreprise,
comme chez ses clients, ses fournisseurs et le cadre général, autant l'enjamber. C'est de la prospective. C'est se lancer dans la prospective, sublimer le futur, sortir de la solastalgie qui enferme. C'est-à-dire que ne voir que le présent, ne travailler que sur le présent, dont il faut qu'on s'en sorte, qu'il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires, qu'on sorte le produit, qu'on fabrique, qu'on vende, qu'on convainque, peu importe. Oui, bien sûr. Mais il faut faire travailler en enjambant le présent sur le futur. Travailler à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, je ne sais pas. Faites ce saut. Et d'ailleurs, je voudrais juste rajouter que le vaccin dont il a eu question il y a quelques jours, le vaccin de Pfizer, je crois le 10 novembre, et de BioNTech, cette entreprise allemande dont les 2 dirigeants sont turcs, ce vaccin, dont beaucoup de gens font d'un espoir énorme, attendez, d'abord il faut qu'il soit certain, ensuite il y a à peu près 7 milliards de terriens vaccinés, cela représente en gros 14 milliards de doses de vaccins, selon les vaccins, peu importe. Une grosse usine de vaccins normale, fabrique 50 millions de doses par an, 50 millions. Sanofi Pasteur a une usine qui en fabrique 200 millions contre la grippe, l'une des plus grandes du monde, si ce n'est la plus grande du monde. Les Indiens disent, nous, on va faire des usines à 1 milliard de vaccins par an. Mais 1 milliard par an, je vous ai dit qu'il faudrait 14 milliards de doses. Donc, laissons les 10 ou 12 médicaments qui sont actuellement en phase 3 être testés. Vérifions leur faisabilité de fabrication. Quand un vaccin doit être fabriqué à moins 80, c'est pas facile. Ça va prendre du temps. D'abord, ça va prendre du temps d'avoir la certitude que ces vaccins sont bons. Alors bien sûr, les Chinois et les Russes sont en train de vacciner à tour de bras. J'espère pour les gens vaccinés que ces vaccins sont bons. J'espère. C'est pas certain. On le saura courant décembre, courant janvier. Même si des lignes de fabrication ont déjà été lancées, ce sont quelques millions qui vont être fabriqués, peut-être des dizaines de millions, des centaines de millions de doses. Je vous rappelle qu'il y a 7 milliards de terriens qui sont concernés. Le temps nécessaire à vacciner, ne serait-ce qu'en France, 66 millions de Français, admettons qu'il y ait 2 doses, ça fait 130 millions de 2 doses espacées de 3 semaines. Vous voyez bien que même pour la grippe aujourd'hui, il y a le 15 novembre des ruptures de stock au niveau de la fabrication. Ça va prendre du temps. Espérons que pour l'été, quand je dis pour l'été, c'est pour le mois de juin, juillet 2021, les vaccins aient pu être opérationnels. Donc dites-vous bien que le monde ne tournera pas rond jusque-là. L'été va-t-il être positif? On ose l'espérer, etc., etc. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'aussi rapide, alors qu'on a cru en entendant cette information de Pfizer, ça y est, c'est bon, c'est pour demain. Je vais à la pharmacie l'acheter, parce qu'en plus, il va être gratuit en France. Le problème n'est pas la gratuité ou le prix. Le problème est la capacité, la véracité du vaccin et la capacité de le faire. Donc, j'en étais où? Plusieurs études ont constaté qu'en 2 mois de confinement, on a rattrapé 10 ans de retard. Je pense au télétravail, qui avait vraiment 10 ans de retard. Je pense à télémédecine, dont le principe avait été acquis sous Roselyne Bachelot, il y a 10 ans. Je pense aux sites internet, dont des commerçants se sont dépêchés pendant d'ailleurs en post-confinement 1, de mettre en place les sites internet. Ils ont dit, au lieu de mettre 18 mois, je n'ai mis que 3 mois. Bon. Donc, on a rattrapé 10 ans de retard en un confinement. Sauf qu'on n'a
peut-être rattrapé, pas tout le monde, mais on a acquis du retard encore pendant cette période parce que tout est allé très vite, y compris pendant le déconfinement. Le confinement saison 2 met l'entreprise et ses salariés à l'épreuve. Autant préparer le futur. Et troisième point que je voulais soulever, alors là c'est pas gai, hein, je suis désolé, s'il y a une saison 3, c'est-à-dire une troisième vague, le saut aura dû être fait avec les équipes en ce moment. Il n'y aura pas de replay, c'est-à-dire c'est pas comme à la télé, hein, on peut voir le film quand on veut, il n'y a pas de replay. Si dans cette saison 2, vous n'avez pas rattrapé le retard, vous n'êtes pas à jour, objectivement, vous êtes très mal, très très mal pour le futur. Autant dire que le DRH et le manager doivent enjamber le présent et être dans le futur avec les équipes. Surtout, faites de la perspective, observez les signaux faibles. Je le dis, je le répète, les signaux faibles se lisent dans le présent. Il faut les rechercher, pas au-dessus, en dessous. Il faut rechercher en dessous. Et vous, en lisant bien ce qui se passe, vous lirez ce que le futur peut être et vous aidera à vous orienter pour enjamber cette période noire que nous traversons et faire que vos salariés respirent un petit peu. Bien, pas traguer tout ça, hein, j'en conviens bien. Je repars en plongée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.